Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Ça va être spécial aujourd'hui, ce sera une belle page d'histoire qu'on va ouvrir aujourd'hui avec nos invités. Jean-Robert Estimé, le professeur Pierre Buteau, Madame Laurence Magloire. On va aujourd'hui partir à l'aventure. On va aussi surtout remuer les cendres du passé. Nos invités, comme je l'ai dit, vont nous aider à revoir les réalisations du président Estimé. Son fils est là, à ma droite, heureusement. Le professeur nous guidera dans la compréhension de ce qui s'est passé sous la présidence de Léon Dumarsais Estimé. Avec Laurence Magloire, qui a eu le privilège et l'honneur de faire une excellente découverte à Paris. À Paris. Le livre bleu. Le livre bleu a été découvert par la sœur de Jean-Robert, dans Marie-Florence Estimé, a découvert ce livre dans ses boîtes. Et waouh! Et vous avez mis en ligne. Elle nous l'a transmis, elle a tout numérisé, c'est 500 pages et plus qu'elle a numérisé, c'est un gros travail. Et puis, et comme je suis en train de faire le montage d'un film sur le président Estimé avec ma sœur Rachel Magloire et Régine Estimé, l'autre sœur de ces messieurs-dames, donc c'est un film documentaire. Alors, il y a eu une petite confusion dans ma tête. Oui. Laurence Magloire, je pensais que c'est vous qui avez découvert. Marie-Florence. C'est Marie-Florence. C'est ça. C'est très bien. Alors, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin Bonjour. à Métropole. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Comment refuser une telle occasion et puis un dossier aussi intéressant. D'autant qu'il va s'agir justement d'un voyage, d'un très beau voyage à travers le temps. Monsieur Estimé, merci de répondre à l'invitation. Et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous et de pouvoir évoquer une page d'histoire qui est importante pour moi à plusieurs titres. Oui. Alors, la première question que j'aurais aimé vous poser, monsieur Estimé, quand votre père était élu président, vous aviez quel âge? Quels sont les souvenirs que vous avez encore? J'allais avoir 5 ans. Il a été élu le 16 août 1946 et il a été renversé par un coup d'État militaire le 10 mai 1950. Et à ce moment-là, j'avais 8 ans. Et nous sommes partis en exil. Donc, ceci dit, vous avez encore de bons et de mauvais souvenirs? Bon, j'ai des souvenirs, oui, absolument. J'ai des souvenirs très bons de vie de famille avec mon père au Palais National. J'ai des souvenirs qui sont plus tristes, ceux du coup d'État du 10 mai 1950. J'ai vu passer les militaires qui allaient lui demander les armes à la main de signer sa démission, et puis souvenir de notre séquestration en quelque sorte chez Marquès Prosper, et le départ en avion, donc la nuit, en exil, vers les États-Unis, puis après vers la France. Vous étiez avec lui au palais? Oui, absolument, oui, nous vivions au palais. Donc la famille présidentielle, vivait au palais. Le palais, le beau palais que nous avions avant le tremblement de terre. C'était très organisé. Vous savez, il y avait la maison militaire avec Maurice Flambert, qui était commandant de cette maison militaire. Il y avait donc une organisation qui était impeccable de ce point de vue-là. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, même petit, j'entendais parler de l'exposition, j'entendais parler de ce qu'on avait, par exemple, demandé à tous les commerçants de mettre des enseignes lumineuses qui étaient nouvelles pour l'époque, enfin de l'embellissement de la ville
Donc ce sont les souvenirs qui sont restés, qui ont imprégné ma personnalité, parce qu'il y avait une volonté de beau, une volonté de progrès, une volonté d'union. Ce sont des choses qui vous marquent pour l'éducation que nous avons reçue. Merci. L'histoire rapporte, professeur, que Léon Dumancet-Estimé figure parmi les présidents qui ont réalisé, qui ont le plus de réalisations en un rien de temps. On parle de 3 ans. Et le mandat était de 5 ou 6 ans. De 6 ans. La constitution du 16 août 1946 était claire là-dessus. Le mandat couvrait 6 années. Donc, effectivement, il a pu réaliser les choses apparemment en un rien de temps. Tout à fait, oui. Parmi ces réalisations, le bicentenaire. Bon, c'est justement parce que ça correspondait justement au bicentenaire de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince. C'est pas le bicentenaire de l'indépendance. À ne pas confondre. Non, absolument pas. Mais deuxièmement, il y avait surtout à l'occasion de l'exposition internationale. C'était le 8 décembre 1949 que ça a commencé. Le pape a adressé un message à la nation haïtienne, et puis il y avait pas mal de grandes personnalités aussi, et les gens étaient assez impressionnés. Il y avait Monerville, le grand sénateur qui était le président du Conseil d'État en France, c'est pas rien, d'origine guyanaise, et puis ensuite, il y a un buste de tous les sénateurs parmi les plus célèbres au Jardin du Luxembourg. On verra Monerville, il y avait le Descattrelles, et bien entendu André Breton était revenu, ça va, après avoir mis le feu, mais il était revenu pour célébrer avec les Haïtiens et ce bicentenaire, cette exposition internationale. Malheureusement, je n'étais pas encore né, mais on rapporte que même les Dominicains se sont inspirés du bicentenaire pour construire le Malécon, c'est ça? Oui et non, ça va. Aujourd'hui, avant, on encensait Haïti par rapport à la République dominicaine. Aujourd'hui, les Haïtiens flagellent Haïti par rapport à la République dominicaine. Et ça nous éloigne un peu de la réalité historique, si l'on veut. Si on laisse parler les évidences, Haïti avait une certaine avance matérielle et culturelle et technique par rapport à la République dominicaine jusqu'à l'occupation. Et même jusqu'au mandat jusqu'à la présidence du président de Jean-Claude Duvalier, eh bien, je crois que M. Estimé me corrigera, les relations export-import, le commerce extérieur n'était pas défavorable par rapport à Haïti. Et enfin, nous sommes entrés dans un processus d'urbanisation. D'urbanisation énorme, réussie, mais fragile et questionnable. Et estimer sa valeur, c'est la valeur de tout président, c'est de savoir exploiter les opportunités qui s'offraient. Alors il faut se dire, peut-être que je conclurai par la suite comme ça, quel genre de société a fabriqué Dumancet-Estimé? Quel genre de société? Quelle était la nature de la société haïtienne de l'époque qui a fabriqué ce président et qui a apporté autant de changements en si peu de temps? On verra ça. On verra ça. Alors, une dernière question pour professeur, puisque M. Estimé nous a rappelé qu'il était là au moment du coup d'État. Et en général, les militaires ou les opposants ont toujours un prétexte pour justifier un quelconque coup d'État. 3 ans après son avènement au pouvoir, il a été destitué par un coup d'État. Quels étaient les prétextes des militaires? Beaucoup plus que 3 ans. Il a accédé au pouvoir le 16 août 1946, c'est bien ça? C'est 3 ans et 9 mois. 3 ans et quelques mois. 3 ans et 9 mois. Oui. Et puis, il est parti, il a été renversé en mai 1950. C'est bien ça aussi, je crois. Le 10 mai. Le 10 mai. Le 10 mai 1950. Tout est encore là, en dépit. C'est très clair. Je voudrais, si vous permettez. Oui. Et puis, ce qui s'est passé, oui, peut-être qu'il y a prétexte, mais la constitution d'août 1946 était claire. Un article interdisait à un président de se représenter. Les anciennes constitutions, celles du moins donc qui ont précédé... Donc on ne pouvait pas se porter candidat à sa propre succession. Voilà, ça a été le cas pour les autres présidents, mais
en principe, il pouvait faire 2 mandats. Mais le problème qui se pose, et c'est ça le mystère, et c'est ça, si on, encore une fois, et ne pas prêter trop d'oreilles aux évidences, il y a un problème qui s'est passé, c'est que en 1949 exactement, il y a eu la législature, une autre législature. Et on avait fait la proposition d'amendement. N'oubliez pas que le président estimé était un professionnel de la politique. Depuis 1930, il est député. En 1934, il devient président de l'Assemblée. Et en 1937, ministre. Oui. Et, attention, ministre de l'instruction publique. Et il a mis de l'ordre dans l'administration. Oui. Et que, deuxièmement, on a organisé, dès sa première année de gestion, un baccalauréat de référence. Bien sûr, ça lui a valu pas mal de problèmes. Il y avait à l'époque 300 bacheliers. Sur les 300, il n'y a eu que 15 à avoir réussi. Absolument. Et il y a eu des pressions énormes, tant du côté de ses collègues, tant du côté de la présidence, pas de la présidence, pas Vincent. Non, Vincent laissait faire parce qu'il avait confiance en estimé, en ses capacités. Ils étaient très proches. D'ailleurs, je crois, le film le dit, il était le parrain des noces du président estimé. Oui. Mais alors pour clore, tout juste pour clore, ce qu'il y a lieu de noter, donc, maintenant, il y a cette modification de cet article. Alors on pense qu'il va encore se présenter. Parce qu'il y a pas mal de rivaux, tant du monde civil que dans le monde aussi militaire. Oui. Mais il se passe aussi quelque chose dans le monde urbain qui nous permettra de questionner ce présent. Je reviendrai là-dessus. C'est de plus en plus l'intervention des couches populaires urbaines. Celles qui avaient boudé l'investiture, l'accession du président, étaient totalement... Et ces masses-là étaient prises sous le charme. Parce qu'il y avait des choses concrètes et liées aux besoins des gens. Ce n'est pas seulement la politique spectacle. Ça va? Eh bien, voilà. Et certaines franges des couches populaires ont investi le Sénat et ont mis à sac le Sénat. Et alors, c'est le grand prétexte qu'on saisit les militaires. Alors, si vous permettez, moi je voudrais vraiment qu'on se concentre, si vous me permettez, sur ce qui a été réalisé. Tout ce que vous avez dit est juste. Absolument. C'est vrai. Et il y a eu cette réaction. Il y avait les ambitions du président Magloire, qui dès 1946, en fait, voulait être président, et qui, donc après le coup d'État contre mon père, est devenu président. Mais si on parle de manière encore plus précise de ce qui a été réalisé à cette époque, et comment ça a été réalisé, pourquoi ça a été réalisé, c'est ce qui est intéressant. Parce on va revenir là-dessus, parce que quand même il y a des choses dont on devrait s'inspirer pour mettre le pays sur les rails du développement. C'est important, et ce livre, je tiens encore à remercier Laurence pour le travail remarquable qu'elle a fait. C'est vrai, ma sœur a trouvé ce livre, c'est le livre bleu. Le titre exact, c'est le livre bleu, donc, qui a été publié à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de Port-au-Prince, c'est-à-dire de l'exposition nationale qui consacrait ce bicentenaire international en décembre 1949, et qui est une compilation de toutes les réalisations de tous les départements entre 1946 et 1949. C'est une source d'information unique et qui est vraie, qui est quantifiée, qui est précise, qui est très complète et qui est pour un chercheur ou pour un universitaire, n'importe qui. Et alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, donc c'est vrai, mon père a été 16 ans député. Il a été président très jeune, à 35 ans de l'Assemblée nationale. Il a été ministre, enfin à l'époque on appelait secrétaire d'État de l'instruction publique, de l'agriculture et du travail. Ces 3 départements à l'époque étaient combinés. Et là, il avait déjà fait des réformes formidables en très peu de temps. Et ce qui le préparait donc à devenir un président prêt à passer à l'action. Je crois qu'il est très important pour un chef d'État de ne pas avoir à improviser. Si on a 16 ans d'expérience et que l'on sait ce qu'on veut, très vite on peut faire des choses. La deuxième raison, c'est que je crois que le pouvoir législatif a collaboré. Quand on lit ce livre, et que j'ai parcouru avec énormément d'intérêt, parce qu'il y a 533 pages,
on se rend compte qu'il y a un nombre extraordinaire de lois qui ont été votées. Je pense qu'il y a plus de 50, près de 100 lois qui ont été votées en 3 ans. Je crois que dans notre histoire, il y a très peu Vous parlez de d'époques. députés, il n'y avait pas de Sénat à l'époque. Il y avait un Sénat. Il y avait un Sénat. Oui, il y avait une Chambre des députés et un Sénat. Ok. Oui, oui. Oui, c'était un pouvoir exécutif et législatif. Et ils ont collaboré. Ils ont collaboré pour, par exemple, en matière de finances publiques, pour la libération nationale, lorsqu'il a fallu donc autoriser le gouvernement à émettre un emprunt pour rembourser la dette que nous avions vis-à-vis des Américains et faire de la Banque nationale de la République d'Haïti une institution haïtienne. Ça s'est passé le 1er octobre 1947. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus sous la tutelle financière des Américains, que ce soit pour la création de la régie du tabac ou bien pour l'énergie électrique dont le monopole revenait à l'État. Ce qu'il faut dire, c'est que la deuxième chose, c'est que ce gouvernement s'est doté de ses moyens. Le budget a augmenté à peu près de 46 millions de gourdes à l'époque, en 1946, à 73 millions en 1949. C'est-à-dire une augmentation de plus de 50%. Et tout ce qui a été réalisé, il faut bien le souligner, a été fait avec des ressources nationales. Le pays était riche. Vous comprenez? Mais il n'était pas riche. Mais l'argent était bien dépensé. Il y avait beaucoup de patriotisme. Lorsqu'on a lancé ce fameux emprunt pour la libération nationale, c'est-à-dire pour payer nos dettes, pour permettre à la Banque nationale d'Haïti de devenir totalement haïtienne, dirigée par des Haïtiens, avec un conseil d'administration haïtien, eh bien, c'est tout le monde qui a souscrit. Les sénateurs spontanément ont renoncé à 20% de leur salaire pour cela. Dans les écoles, dans les usines, tout le monde a donné. Et on a remboursé. Tout le monde a contribué. Absolument. Vous voyez, donc je crois que ça, c'était important. Et puis, il y avait des institutions qui fonctionnaient. Donc, on a pu faire énormément de choses, et simultanément, parallèlement, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'agriculture, l'irrigation, Bélader, l'exposition, et le code du travail, et l'augmentation du salaire minimum, les syndicats qui ont été renforcés. C'est extraordinaire, il faut dire. Alors, avec vous, j'ai envie de voir, peut-être dans un instant, puisque j'ai des précisions, j'ai des questions à poser à Madame Magloire sur le travail qu'elle a réalisé en tant que réalisatrice d'abord. Alors, avec vous, Monsieur Estimé, j'aurais, par exemple, à vous demander au retour. Est-ce que papa vous a fait des confidences? Est-ce qu'il vous a dit, par exemple, est-ce qu'il vous a révélé des choses avant sa mort? Et pour un point de vue personnel, est-ce que vous pensez que Haïti serait très très loin? N'était-ce ce coup d'État? Vous pouvez toujours garder la réponse, on y reviendra. Mais avec Madame Magloire, Laurence Magloire, en quoi consiste le travail que vous avez réalisé? Eh bien, après la découverte du livre bleu. En fait, le livre, je l'ai découvert à travers... quand on fait un film documentaire, qui est réalisé par ma sœur Rachel, moi j'ai fait le montage du film. Donc c'est toutes ces images que je vais assembler pour raconter l'histoire du point de vue qu'on a décidé. Et Marie-Florence a dit, j'ai découvert ce livre, parce que tu cherches des visuels, donc c'est un livre, c'est une mine d'or d'images, de photos, de textes qui racontent vraiment tout ce qu'on a pu faire en 3 ans et demi, ce qui est ahurissant. Donc si maintenant je me suis dit que voici le livre, on peut voir maintenant en ondes. Ça c'est la page de couverture. Ça c'est la page de couverture, donc si on tourne les pages, voici le livre et j'ai tout classé en chapitres. Donc, comme c'est beaucoup de pages, on peut aller choisir l'agriculture, on peut aller choisir la santé, le tourisme, on peut choisir la rubrique qu'on veut voir, ou bien on peut tout voir aussi. Et quand on lit ce livre, on se dit, voici un mode d'emploi pour faire un bon pays, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a renversé ce mec? Parce que moi, je n'ai pas grandi en Haïti, je n'ai pas connu l'histoire d'Haïti trop. Et, bon, je sais qu'il y a eu un président estimé, mais là, je découvre un tas de choses. Et je découvre qu'on était sur les rails, en fait, en 1949. On était sur les rails du développement, on était le phare de la Caraïbe. Si tu veux, l'expression internationale le prouve, tout le monde s'en rappelle, il y avait la France, l'Angleterre, les Américains, tout le monde était là.
On était le top du top de la Caraïbe, quoi. Je vais demander à la régie de projeter encore une fois. Mais en fait, bref, on était le top et on allait quelque part vraiment loin parce qu'on avait tout mis en place pour, tu vois, tout ce truc d'irrigation, de construction de routes. Et dans ce livre, tout est écrit. On a fait tant de kilomètres, on a asphalté, tant de kilomètres, on a ouvert. Tout est écrit, les argents qu'on a dépensés, enfin bref, écoute, Némite, tu vas trouver un mode d'emploi. Je vais voir le département de l'Intérieur, c'est-à-dire à l'époque on ne parlait pas de ministère. Il y avait le département de l'Intérieur, c'est les départements de l'Intérieur, il y avait le département de l'Agriculture, il y avait la régie du tabac même. Jusqu'à récemment, professeur, jusqu'à récemment on ne parlait que de département. Oui. Il y a le département. Maintenant on dit ministère. Oui. Et le terme est resté dans nos pratiques. Il y avait le département des cultes. Dans nos pratiques. Maintenant, par exemple, on a affaires extérieures et cultes. Quel est le rapport entre les deux? Je ne sais pas. Mais avant, il y avait affaires extérieures et il y avait culte séparément. Toutes les religions étaient listées, le nombre d'églises dans le pays était là. Enfin, tout est dans ce livre. C'est alors, un beau résumé. Ce livre-là est actuellement disponible sur le net. Nous allons maintenant, avec vous, Métropole et l'émission Le Point, lancer ce livre sur le net. Oh, c'est pas encore fait. Bon, c'est prêt, j'ai le lien. Alors, je pense que le lien, on pourrait le mettre sur votre site web. Et on pourra aussi, la fondation Mouem notre fondation Moi, je me regarde, c'est une fondation que nous avons fondée depuis l'année 2004 et on est dédié à nous regarder nous-mêmes avec nos images, nos films, nos photos, pour apprendre de nous et avancer. En fait, c'est ça le but de notre fondation. Et ce livre, pour moi, c'est regardons ce que nous avons fait, gardez côté une sortie pour qu'on côté une aller. On a des exemples, quoi. Et ce livre-là va être en ligne. C'est déjà, combien d'années déjà 70 ans, 60 ans. C'est le 70e anniversaire. Le 8 décembre, c'est-à-dire dimanche dernier, ramenait le 70e anniversaire de l'inauguration de l'exposition internationale. Et cette exposition est le seul événement de ce genre qui ait jamais eu lieu en Haïti. Ok. Et tout à l'heure, je reviendrai là-dessus pour évaluer et bien mettre en valeur les conséquences de cette exposition. D'accord. Donc notre fondation va mettre ce livre en ligne. Nous allons partager avec Métropole le lien. Donc, si vous voulez que vos auditeurs, téléspectateurs aillent voir ce livre, donc à cliquer le lien. Je vous assure qu'ils vont le faire. Eh bien, très bien. Donc, et puis après ça, partagez-le parce que je pense que ce livre devrait être vu par tous, même ceux qui prétendent vouloir nous diriger. Mais il y a beaucoup d'exemples là. C'est un guide alors. On peut l'utiliser comme un guide, je pense que comme exemple, comme modèle. Exactement, parce que tout est là. Et je pense qu'aussi, le président a estimé dans toutes mes recherches, le montage que ma soeur et Régine ont fait pour ce film, c'est lui qui a mis les femmes à l'université, au Bachot. C'est lui qui a mis les femmes sur la map, quoi, si tu veux, parce que vous savez, la libération. Tout le monde, c'est pas seulement les femmes, toutes les classes, les couleurs mélangées, on allait quelque part. Il a su faire une homogénéité, il a su nous rassembler tous pour aller de l'avant. Et on était tous prêts à le faire. Et dans le film, beaucoup de gens disent... le président a estimé, on a pleuré quand il est monté au pouvoir parce qu'on ne voulait pas de lui, mais on a aussi pleuré quand il est parti parce que, waouh, tout ce qu'il allait faire, on pleure parce qu'on est tombé. On ne peut pas me faire un deuxième mandat, mais ça nous prend après à vie. Tu comprends? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Non, on ne sait rien. Je pense que ce livre, on ne sait pas ce qu'on veut maintenant. Je pense qu'avec cette époque-là, ce moment de notre histoire, on avait tout en main pour être le plus beau pays de la Caraïbe. Oui, mais si je me fie aux propos tenus par M. Estimé, Jean-Robert Estimé, il y avait quand même une main politique derrière tout ça, derrière le coup d'État. Oui. On a beaucoup de photos, on a envie d'essayer de faire avec Rachel un parallèle, parce que toutes les photos, tu vois Magloire et Estimé ensemble. Alors c'est comme si le monsieur est là derrière, là fait... Non, mais c'était normal. Planification, mais... C'est une époque où il y avait un protocole, il y avait des institutions. Magloire était, si les souvenirs sont bons, le commandant des casernes. Vous verrez, la personne, le militaire qui accompagne toujours mon père, c'est Maurice Flambert, qui était le chef de la maison militaire, qui est devenu par après ce qu'on appelait la garde présidentielle de la maison. Donc c'était normal qu'il soit là. Il n'a pas échappé. C'est un pays qui avait encore des institutions, une organisation.
un protocole. Il faut voir les cérémonies. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Et personnellement, je ne crois pas que l'on puisse développer quoi que ce soit sans organisation, sans respect des lois, sans respect de l'ordre. Et tu as parlé tout à l'heure d'union, c'est vrai. La volonté d'union, c'est-à-dire de mettre des classes ensemble, de mettre les gens de différentes couleurs ou de différentes classes ensemble pour aller de l'avant en respectant essentiellement les compétences, en faisant appel aux gens qui savent, et avec beaucoup de patriotisme pour pouvoir aller de l'avant et dans le respect de la dignité nationale. Ce sont ces éléments clés, je crois, qui animaient mon père. Et donc c'est pour cela et avec aussi parce qu'il y avait une belle équipe, n'est-ce pas? Si par exemple nous prenons l'exposition, comment ça s'est passé? En 1948, il a décidé de commémorer le bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince. Donc, il a mis en place une commission qui était dirigée par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Edmé Maninga. Il y avait comme commissaire général Jean Fouchard, n'est-ce pas? Il y avait André Chevalier, il y avait André Louis qui était maire et Henri Deschamps, qui était à l'époque président de la Chambre de commerce. Ils travaillaient ensemble. Et en 18 mois, avec les ressources nationales, cette exposition a été inaugurée. Cette exposition a transformé complètement le bas de la ville, où il y avait des marais. N'est-ce pas? Et après cela, Haïti, et à cette occasion, est devenue une destination touristique. En même temps, toute une série d'hôtels se sont construits à l'époque, c'est-à-dire El Rancho, la Villa Créole, Ibolélé, Riviera. Il y a eu un mouvement touristique formidable et Haïti est devenu à ce moment-là la principale destination touristique de la Caraïbe. Je demanderai donc aux auditeurs de se battre de manière à se trouver un écran pour pouvoir regarder Haïti il y a 70 ans. Ben, ils pourront le faire avec leur téléphone, en cliquant sur le lien, parce que ce livre... Oui, mais qui n'est pas encore disponible. Ben, il est disponible, mais je n'ai pas encore donné l'adresse. C'est ça. Vous pouvez le faire maintenant? Je peux le faire, mais... Eh bien d'accord, on le fera après la pause. On le fera après la pause. D'accord. On le fera après la pause. Pour que vous l'écriviez peut-être sur... C'est ça, et on va voir le bicentenaire. Ce que c'était il y a 60 ans, il y a 70 ans. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu de comparer? Bon, si on compare tout ce qu'il y a dans ce livre avec ce qu'on a maintenant, on a dans le livre, c'est là, et maintenant on a des ruines, marche ou bien on n'a rien. Marche arrière ou tout simplement demi-tour. On fait demi-tour. Ouais. Ou bien abandon total. Abandon total. Ok, on va observer la pause, et je pense que ce sera quand même intéressant de revivre tout ça, de regarder tout ça. Comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, on n'était pas encore nés, on n'était pas là, mais les souvenirs rendent les gens heureux parfois. C'est pour ça que les films documentaires existent. Voilà. Alors, cette semaine, c'est la semaine du film documentaire. Alors, ceux qui ne savent pas que c'est la semaine du documentaire, il y a plein d'activités en ville, c'est organisé par le KIT, c'est notre relève. Et je suis bien fier que nous avons des jeunes qui veulent faire des films documentaires. Parce que c'est par là qu'on apprend qui nous sommes, qui nous avons été et où est-ce que nous voulons aller. Et d'où l'on vient. Surtout d'où l'on vient. Merci Laurence Magloire, merci professeur Buteau, merci monsieur Estimé. On va observer la pause et on revient dans un instant. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre patience. Madame Laurent Magloire, professeur Pierre Buteau, monsieur Jean-Aubert Estimé sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole de ce matin. Avec eux, on revient sur les réalisations du président Dumarsais Estimé, Léon Dumarsais Estimé, le bicentenaire, la construction, la réalisation du bicentenaire notamment. J'ai envie de vous demander, monsieur Estimé, est-ce que c'est en raison, c'est à l'occasion de l'exposition qu'on a construit le bicentenaire, ou bien c'était un projet qui a même précédé l'idée de l'exposition? Non, c'est à l'occasion du bicentenaire de la Fondation de Port-au-Prince. C'est pour célébrer le bicentenaire de la Fondation de Port-au-Prince. Et l'exposition? On a fait cette exposition internationale. Alors, il faut se placer aussi dans le contexte de l'époque
on sortait de la guerre, on était en 47-48, n'est-ce pas? Et cette exposition a été la première du genre après la guerre, à travers le monde. C'est la première fois que les pays amis, étaient invités en un lieu pour célébrer la paix, le progrès, la civilisation. Il y a une très belle phrase de mon père qui dit cette exposition est un hommage à la paix et à la civilisation. La foi dans la civilisation. Et la foi dans la... Une très très belle phrase. Et donc on a eu des invités qui sont venus d'Europe, d'Amérique latine, on a eu des personnalités de marque, pour rappeler. Gaston Monerville, d'ailleurs, qui nous a accueillis en exil en France. Il y a eu Jacques de Lacretelle, où il y a eu Marianne Anderson, il y a eu des personnalités extraordinaires. Et puis il y a eu des spectacles, la Sonora Matancera avec Celia Cruz. C'était formidable, c'est tous les jours qu'il y avait quelque chose. Haïti était un lieu d'attraction régional et je dirais international. Il y avait la Fontaine Lumineuse qui était la première de ce genre dans ce coin du monde. On est nostalgique aujourd'hui. Vous voyez, on s'est tiré dans les pieds. Il y a des gens qui connaissaient pas. Mais je crois que aussi c'est le point de départ de notre industrie touristique. Ça, il faut bien le dire, il faut le souligner. Alors évidemment, il doit y avoir de nombreux auditeurs à nous entendre, à nous écouter maintenant. On veut voir le livre. Non seulement on veut voir le livre, mais qui rêvent de pouvoir vivre avec nous ce que nous sommes en train de vivre là à travers les images qui sont projetées à l'écran. Alors, monsieur Estimé, ça c'est la Fontaine Lumineuse. La Fontaine Lumineuse de ce qui est devenu aujourd'hui un vaste garage. Ça a été refait il y a quelques années d'ailleurs. Ça a été retapé. C'est ça, Préval avait retapé tout ça. Parce que c'était vraiment du n'importe quoi, c'est devenu. Et là, c'est retourné, c'est devenu le parking. C'est le pavillon vénézuélien. Il y avait tous les pavillons. Mais ce bâtiment, ne serait-ce que les ruines de ce bâtiment existent encore, non? Au bicentenaire. Il y a beaucoup de. Les ruines de la fontaine sont là. Le terre est passé par là aussi. La fontaine est là encore. Il y a encore des éléments. Mais cette exposition a fait, comme disait Jean-Robert, c'est la première dans le monde. Après ça, je me rappelle à Montréal, il y a eu l'Expo 67. Une exposition internationale avec tous les pavillons de tous les pays. En fait, on était là, quoi. Je crois qu'il y avait un respect, alors, c'est M. Estimé qui parle. de beauté. C'est M. Estimé qui parle maintenant. Oui, allez-y. Une volonté de progrès. Une volonté de progrès. Il y avait le respect de la beauté, de l'esthétique aussi, vous voyez, de l'urbanisme. Et je crois que tous les Haïtiens étaient fiers. Comprenez? Parce qu'on voulait faire de Port-au-Prince, et on a fait de Port-au-Prince une belle ville, de tout un quartier de Port-au-Prince. Mais ce n'est pas seulement Port-au-Prince. Il y a eu en même temps, à la même époque, la construction de Bélader, qui, en fait, était un témoignage de la volonté du gouvernement et du peuple haïtien de l'époque de montrer ce que nous étions capables de faire aux Dominicains qui étaient en face. Et Bélader a été construit à partir de rien. En 2 ans, l'inauguration a eu lieu en octobre 1948. On a construit une école pour les filles, une école pour les garçons, une préfecture, un hôtel et surtout une caserne extraordinaire qui était une expression de notre volonté de souveraineté, de dignité, de force nationale. Et ça c'est fondamental pour un pays, qu'on soit des patriotes, qu'on croit dans son pays et qu'on soit fier du pays et qu'on soit prêt à le défendre. Ça, c'est formidable. Et Bélader, c'était un symbole en ce sens. Voilà. Voilà. Alors, tout ça s'est fait en même temps. On pourrait parler... Il y a eu l'ODVA, le développement de la vallée de l'Artibonite. L'ODVA a été créé sous mon père. Vous comprenez il y a eu des travaux d'irrigation à travers le pays, en très peu de temps. À la Gonave, pas oublier. Alors, comment on peut faire tout ça? Il faut qu'il y ait des institutions et des hommes qui soient capables de travailler en même temps, parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Voilà. Alors, je sais que vous étiez, avec votre père, vous avez laissé le pays très jeune, vous avez passé le plus clair de votre temps à l'étranger. Selon vous, par Laurence, qui elle aussi a vécu à l'étranger pendant longtemps. J'ai vécu à l'étranger, c'est Duvalier qui voyait famille moi aller. Depuis 67, on est parti. 66 alors. Alors, ça ne va pas demander nous. Et la décadence de Port-au-Prince, en quelque sorte,
a commencé à partir de quelle période? Oui, c'est assez intéressant comme problème. Mais il faut dire que je reviens à estimer pour expliquer cette décadence par la suite. Il y a un problème, c'est qu'il y a une continuité dans l'État, comme le soulignait M. Estimé. Et puis, un pays ne peut pas fonctionner, un État non plus, sans une philosophie derrière. L'époque qui a fabriqué Estimé, c'était l'époque qui, entre 1930 et 1900, et jusqu'au-delà, jusqu'à Duvalier, il y avait une philosophie qui poussait Haïti. Attention, un pays doit se dire, un pays doit être capable de trouver des éléments propres à son un espace pour se dire. Depuis la sortie de la revue indigène de l'oncle, il y a ce qu'on appelle une continuité. Haïti a un dos. Un pays ne peut pas fonctionner, une société ne peut pas fonctionner sans un dos. On va publier dans la revue des membres un numéro spécial consacré à cet immense poète qu'est Georges Castra. Il y a un article qui dit, mais ce qui a fait Georges, c'est un dos. Il avait un dos. Le dos, c'est la tradition. Il y a un alliage à travers Estimé entre ce qu'on appelle une modernisation, mais accroché à une histoire antérieure, accroché à une réalité, comprenez bien. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qu'on appelle comme aujourd'hui une modernisation qui est un mal de l'ailleurs. On veut partir. Alors, cette philosophie-là, c'est recadré à partir de toute cette littérature qui est venue. Ça va. Et puis, le personnel politique avait une culture qui le portait. Le président Estimé, vous n'avez, dans le documentaire de Laurence, on verra ça, il a deux messages. Peut-être Laurence me précisera, où il accueille une étrangère. Le ton, le débit, le discours, on voit que c'est quelqu'un qui a été préparé pour la tâche. On ne s'improvise pas chef d'État, on ne s'improvise pas ministre, on ne s'improvise pas sénateur. Il a été préparé, non seulement par ce qu'on appelle des mentors, on peut dire le président Vincent, mais par son oncle. Estimé, il est né le 22 avril 1900. 1898. Il y a une nuance, il y a une controverse. Mais ce qu'il y a lieu de noter, c'est que sa mère, de la famille Massillon, son père était déjà mort, je crois. Oui, et très puis, jeune. Ensuite, les gens des couches moyennes étaient mus, enfin, c'est une mobilité sociale, si vous voulez. Ça va, la mobilité sociale. Mais la mobilité sociale, ce n'était pas les conquêtes matérielles. Estimé n'est pas parti avec de l'argent. Il y avait à partir d'Estimé, autour peut-être, et embrassait des affaires, c'est vrai, mais un homme politique ne pensait pas à l'argent. À ce moment-là? Eh bien non, parce qu'il y avait d'autres conquêtes, les conquêtes sociales, c'est-à-dire une notabilité fondée sur des valeurs. Il y avait un système de valeurs. Alors, je ne parle pas de morale uniquement, mais la philosophie, c'est-à-dire que, je termine là, le récit sur Haïti, qui a toujours été porté par son histoire merveilleuse, sera aussi porté par les éléments de sa culture, la culture populaire. Le théâtre de verdure, Albert Mangonès n'avait pas encore 27 ans. Il a passé des nuits à sculpter toutes les choses au parc des Palmistes. C'est pas rien. Jean Fouchard était tout jeune quand il a été le président de la commission. Ces gens pensaient habiter un pays. Pensaient un pays. Et aujourd'hui, ce que nous appelons notre pays est comme un tremplin. Non, on vit, les Haïtiens décident, toutes couches sociales confondues, de vivre dans ce pays au conditionnel. Ou de vouloir l'aimer au conditionnel. Ça ne pourra pas marcher. Ok. Et maintenant ça a commencé. Attention, une seconde. La décadence. Attention. Je crois que ce qui s'est passé après Duvalier, Haïti n'a plus de dos. Haïti a oublié, les Haïtiens ont oublié qu'il y avait un pays avant Duvalier. Donc pendant Duvalier, ils ont oublié. Mais Duvalier n'a pas oublié qu'il y avait un pays avant. Il a tout pris et a institué un État, son État. Et nous avons pensé que cet État duvalierien, c'était l'État haïtien. Mais il y avait un État avant. Toutes les constitutions qui ont précédé et qui propulseront Estimé, si vous voulez, et qui offriront le cadre, le personnel politique et tout, toutes ces constitutions-là
avait tenu compte de l'héritage littéraire et juridique des constitutions antérieures. Vous voyez bien ce que je vous dis. Et le personnel politique ne vivait pas comme aujourd'hui, au présent. Estimé était fier de son passé, le personnel politique était fier de leur passé, et il voulait montrer au monde ce qu'était Haïti, ce que devait être Haïti, la foi dans la civilisation, comme l'écrivait. Et si on suit le message, on voit que c'est quelqu'un qui est porté par une culture. Alors excusez-moi, professeur, de 1904, enfin, tout a commencé, ou encore la dégradation effrénée a débuté après 86. Trois choses, attendez. Après 86. Après 86. Oui, parce que l'exposition était encore en très bon état. En très bon état. Okay. Il y a un problème de migration rampante qui existe, si vous voulez, ce que Paul Morales appelle la logique de dispersion. Il y a dans les romans et haïtiens aussi, on voit ça, comment les paysans se déplacent. Ça va. Or, depuis l'occupation américaine, et malgré les efforts d'Estimé et des autres qui suivront, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la province qui se vide de ses notables, de ses ressources. Et dès 1946, ça s'accélère. Mais attention, ces gens, comme Estimé ou plus riches et tout, qui partaient, on me corrigera, c'était des gens qui étaient déjà urbanisés. Et souvent qui portaient une culture scolaire ou art de vivre qui dépassait les Port-au-Prinsiens qui vivaient. Ce n'est pas des gens qui venaient pour prendre de Port-au-Prince, mais qui apportaient. Mais en même temps, Port-au-Prince vidait les provinces de ses ressources. Et la décadence a commencé là. Mais elle n'était pas aussi visible. Pourquoi ? Parce que les gens qui dirigeaient étaient solides. Je termine tout juste pour dire rien qu'une chose. C'est que quand ces gens laissent pour venir à Port-au-Prince, il y avait tout un ensemble de segments qui reliaient et ces gens et l'arrière-pays. Mais ces segments, graduellement, se rompent. Et à partir de la fin de la présidence de Jean-Claude Duvalier, les segments, et puis sous les effets maladroits de l'international, qui, avec leur arrogance, et qui, avec son arrogance plus exactement, n'a rien compris de la chose haïtienne et a entraîné les dirigeants haïtiens vers des dérives et surtout ceux d'aujourd'hui qui n'étaient pas préparés à cette grande tâche. Je termine là pour voilà. Même si quand même, on doit admettre qu'on a prêté le flanc aussi à un certain nombre de choses. Quand l'international veut décider en notre nom, donc parce qu'il ne faut pas rendre les autres responsables. Voilà, non, je n'ai pas rendu les autres. Absolument pas. Nous sommes les principaux auteurs de nos malheurs. Alors, votre père a réalisé des choses dans un contexte particulier, c'est le contexte post-occupation américaine. Oui, mais l'occupation, les Américains avaient déjà laissé le pays depuis 1934. C'était un nationaliste, il a été élu et député en 1930 pour la première fois sous la bannière de la désoccupation, c'est-à-dire de la libération du territoire. Et Vincent était aussi dans cette même logique, c'est pour ça qu'ils ont collaboré. Alors, mon père était issu d'un milieu modeste, comprenez ? C'est un homme de la petite classe moyenne rurale. Ceci est fondamental. Très bien. Mais c'est un homme qui avait en lui le sens du beau, le sens du progrès, la volonté de progresser, d'aller de l'avant, le respect des institutions et un énorme patriotisme. Il aimait son pays. Est-ce que vous êtes en train de répondre à la question que je vous ai posée tantôt ? Oui. Est-ce que vous êtes en train de répondre à la question ? Je vais venir. À savoir, est-ce qu'il vous a fait des révélations ? C'est mieux que ça. Il vous a dit, il vous a aussi... Non, c'est beaucoup il a mieux partagé que ça. avec vous sa vision ? C'est une éducation. C'est ainsi que nous avons été éduqués. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire sur les valeurs que je porte. Vous comprenez ? Et il vous a dit aussi... Oui, mais alors j'étais petit, ça veut dire que le patriotisme est plus important que le sauvetage individuel. Alors, actuellement, les ambitions de chacun ont la priorité sur le sauvetage collectif. Vous comprenez ? Dans le temps, même chez les opposants, chez tout le monde, il y avait ce respect de la patrie. On était fiers d'être haïtiens. Et c'est pour ça que, même si on n'était pas d'accord avec lui pour certaines choses, eh bien, lorsqu'il faisait des travaux, qu'il se lançait dans des projets qui permettaient à ce pays d'aller de l'avant, eh bien, il y avait une espèce de communion, il y avait une union nationale qui permettait d'aller de l'avant. Et ça, je crois que c'est très important. Parce que, prenez par exemple
J'ai parlé de Belader tout à l'heure, mais parlons de l'agriculture. Ce qu'il a fait en agriculture, des travaux d'irrigation un peu partout, et l'ODVA. Alors, l'ODVA, le lancement de cette organisation, le développement de la vallée de l'Artibonite, qui a duré par la suite, c'est-à-dire que même le président Magloire a continué ce programme. Le président Duvalier a installé les turbines, et c'est une œuvre donc qui est une des rares que plusieurs présidents successifs ont mené à bien jusqu'à terme, puisque jusqu'à maintenant, une grande partie de notre énergie électrique vient de là, et que la vallée de l'Artibonite est de loin la zone agricole la plus développée de ce pays. Donc je crois que ce sont ces notions de base, de patriotisme, de volonté de progrès, de respect des institutions. Alors, le professeur Buteau parlait tout à l'heure de migration paysanne, etc. Une des grandes... un des grands échecs, une des grandes erreurs qui ont été faites après 86, ça a été l'urbanisation sauvage, qui est un produit de la faiblesse de l'autorité de l'État. La grande différence entre après 86 et avant, ça a été la disparition de l'autorité de l'État. Il n'y a plus eu de respect pour l'urbanisme. Alors, des choses qui étaient interdites et impensables à l'époque, c'est que, par exemple, on aille construire sur le front de mer, n'est-ce pas, ont été autorisés. Et à partir de ce moment, toute cette zone de Port-au-Prince a perdu sa beauté, a perdu sa vocation touristique, puisqu'on a dit vous pouvez construire, alors qu'on n'avait pas le droit de construire. Donc les règles d'urbanisme, les règles de la gestion de la chose commune, ces règles ont été remises en cause et ont été abandonnées. Il y a eu un retrait de l'État, il y a eu un laisser-aller, ça c'est du populisme. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. On ne peut pas progresser comme ça. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas d'institutions, s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas de respect de la loi et du jeu démocratique, un pays ne peut pas aller de l'avant. Je n'ai même pas besoin de vous demander, est-ce que l'on a confiance en l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'on pourra finalement corriger certaines dérives, certaines erreurs? J'ai dit erreurs, par exemple, l'autorité de l'État qui n'est pas restaurée, qu'on ne peut pas restaurer apparemment. Je t'en prie, Pierre, après je dirai. L'autorisation. Un État doit avoir une fonction. Fonction de cohérence, de maintien d'une cohésion sociale. Et aussi fonction de préserver. Comme le soulignait M. Stémé antérieurement, il y a eu ce qu'on appelle une dégradation des institutions. Ce qui s'est passé après 86 qui explique et le problème signalé antérieurement, c'est que quand Duvalier a accédé au pouvoir, et il y a un message dans le film que préparent Laurence et Rachel et Régine, qui est superbe. Vous m'avez, je pars donc. Mais vous aurez à me regretter, car viendra un extrémiste au pouvoir. Et vous le regretterez. Et vous le regretterez. Avec son accent, il avait une belle voix. Et je le dis. Et puis... Tu viens de vendre la mèche du début du film. Et c'est le début. Moi, j'ai tout pris. Alors, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Duvalier n'a pas détruit les institutions, il les a captées. Accaparées. Or, nous, après 86, au nom de la démocratie, on aurait dû faire pareil. Et pour tout le monde, ça va. C'est ainsi qu'on a... Mais est-ce qu'il n'y a pas eu confusion, professeur? Est-ce qu'il n'y a pas eu mésinterprétation? D'ailleurs, il y a des gens qui parlent d'erreurs grossières du général Henri Namphy quand il a déclaré la bamboche démocratique. Et c'est à la faveur de cette bamboche démocratique qu'on croyait tout permis. Oui, c'est un slogan politique, mais ce slogan politique aurait dû faire comprendre aux responsables de l'État qu'il y a l'ordre public à préserver. Parce que la démocratie implique et l'ordre public et l'ordre politique. Or, aujourd'hui, ni l'ordre public ni l'ordre politique n'existent. La démocratie est dans le contexte Babouquette l'a tombé, vous pensez qu'on aurait pu dire aux gens d'arrêter? Non, écoutez, c'est le job de l'État de faire ce... C'est le travail de l'État, pardon. Oui. Alors, moi, je me prononce pas. Faut mieux. Vous avez demandé, est-ce que l'on pourra revoir cela? Moi, je suis un optimiste. Je regarde l'histoire aussi des autres pays, des autres peuples. Nous passons tous ces pays sont passés par des périodes de décadence
et rebondissent d'une façon ou d'une autre. J'ai travaillé en Afrique, par exemple, au Burundi, tout près du Rwanda. Il y a 30 ans de ça, on n'aurait jamais pu croire que le Rwanda serait ce qu'il est en ce moment. Vous comprenez? Donc, et la Chine sous Mao ne pouvait pas laisser prévoir qu'elle deviendrait la deuxième puissance économique 40 ans après. Donc, on peut rebondir, vous comprenez? Même si c'est difficilement. Mais que faut-il pour ça? Il faut, je crois, avant tout que le comportement des individus change. Il faut d'abord qu'on fasse appel aux plus compétents. Et à cette époque, à l'époque de mon père, je suis très fier de voir la qualité des gens qui l'entouraient, la qualité des gens qu'il choisissait. Vous savez, dans son premier cabinet ministériel, il y avait Daniel Fignolet, qui était son ennemi, qui était le président du MOP, mais qu'il a appelé dans son cabinet. Qui était son principal rival. Il l'a appelé dans son cabinet. Il y avait un représentant de la bourgeoisie dite mulâtre, Georges Rigaud, qui était ministre du Commerce. Puis il y avait le docteur Jean Price-Mars, ministre des Affaires étrangères. Oui, la qualité des gens. Et par la suite, lorsqu'on a fait l'exposition internationale, Jacques Pereira était ministre des Travaux publics. Il y avait des gens de facture, des gens sérieux. Vous voyez? Et nous n'avons pas été élevés avec cette idée que faire de l'argent, c'est la chose la plus importante. Vous avez parlé de... Oui, ça c'est très très important. Faire de l'argent n'est pas la chose. Ce qui est important, c'est de développer son pays. C'est d'être fier de son pays. Vous comprenez? Vous avez parlé de comportement aussi. Les comportements doivent être modifiés. Alors, les comportements... Est-ce que les vocabulaires aussi... Oui, ça va ensemble. Le vocabulaire, disons, le vocabulaire... de ceux et celles qui font de la politique. Est-ce que ça ne doit pas changer? Oui, oui, absolument. Absolument. D'abord, il faut comprendre que nous sommes ensemble, il faut travailler ensemble, il faut qu'il y ait une atmosphère, une volonté, une réalité d'union. La façon de parler, la façon de s'exprimer doit traduire cet état d'esprit. Il faut aussi un respect, je dirais, de la déontologie. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si chacun croit qu'il va être plus intelligent que les autres, quelles que soient les institutions que vous allez mettre en place, si les gens s'amusent à les détourner et pour en profiter à leur fin personnelle, rien ne peut marcher. Il y a eu ce très beau discours de mon père lorsqu'il a été élu, que tout le monde connaît, qui dit « Si berger du troupeau, vous en constituez les loups », etc. C'est un discours magnifique. Et à l'époque, il y avait vraiment des textes de très grande valeur. Eh bien, ça veut dire que si vous détruisez l'État, eh bien, le pays ne peut pas avancer. Donc, volonté d'union, qualité des gens, c'est-à-dire respect de la compétence, respect de l'éthique, respect des institutions, respect de la loi et du processus et de la règle démocratique. Ce sont les bases. Alors, en matière internationale, je vais terminer là-dessus, il y a eu énormément d'ouverture à l'époque, énormément de choses qui sont faites. On a reconnu, on a établi des liens diplomatiques avec des pays comme l'Espagne, avec le Panama, le Pérou. Haïti a été signataire de la charte de l'Organisation des États américains. Nous avons voté pour l'indépendance d'Israël. Ce sont des choses très positives qui se faisaient en même temps. Vous comprenez? Un chef d'État ne peut pas tout faire. Il peut simplement donner le là, comme on dit, indiquer la direction, insuffler une vision, encourager les collaborateurs, mais c'est parce qu'il y avait des gens remarquables aussi, il y avait des Saint-Lô, il y avait des Dorsainville, il y avait des gens de grande valeur. Alors ça, c'est fondamental. Donc, je résume. Le comportement individuel, le respect des institutions, la compétence et l'éthique. Être patriote aussi. Et tout ça, ça veut dire être patriote. Oui. Ça, c'est fondamental. On va terminer, professeur? C'est une philosophie qui doit être derrière. Il y a un problème qui se pose aussi. Vous savez, j'ai parlé antérieurement de culture générale, qui, de plus en plus, visiblement, on constate qu'il y a un relâchement. Dans les familles les plus huppées, dans les familles et même les couches moyennes en pleine expansion et tout. Le problème qui se pose, c'est que ces gens-là n'étaient pas écrivains, mais étaient souvent littéraires.
écoutaient de la musique et tout. Les gens qui venaient de la province venaient aussi avec un bagage intellectuel énorme. Un vers de Baudelaire, un vers de Philoctète, d'Evelyne Trouillot, de Roland Morisseau, j'arrête. Ce seul vers peut cadrer une pensée politique. C'était la force de Mitterrand. C'était la force de Churchill. Un homme politique doit être d'abord mu par une philosophie. Ce n'est pas le bon sens ni le sens pratique qu'il faudrait uniquement, mais il faut aussi un bagage. Et puis, troisièmement, il faut le dire que on n'a pas le droit, nous trois qui sommes là, d'être angoissés. Bien sûr, en tant que citoyens, citoyennes, nous le sommes. Mais en tant que professionnel de la chose cinématographique, en tant que Robert qui a connu une grande carrière, il a été universitaire aussi, a enseigné à la faculté d'agronomie et tout. C'est le premier peut-être à avoir enseigné l'environnement. Oui, écoutez, moi qui suis dans ma pratique aussi, le citoyen est angoissé, mais le professionnel n'a pas le droit d'être inquiet. L'inquiétude, du moins, doit être, si l'on veut, cultivée pour lui permettre de penser mieux. Vous suivez bien, parce que l'avenir dure longtemps, disait un philosophe. Haïti, pas perdu. Il va mourir, il pas perdu. Même si l'avenir ensemble. Bon, rapidement, parce que ces messieurs ont tellement parlé. Le link. Avant le link, juste un petit mot de... Oui. Eh bien, comme on dit, il faut s'instruire, il faut savoir qui nous sommes. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est mon métier, c'est le cinéma, c'est l'image. Et je travaille là-dessus. Et ce film va nous éclairer. Et nous avons beaucoup de films aussi dont nous faisons la promotion avec la Fondation Mouem. Et je viens de lâcher sur Twitter de la Fondation Mouem le lien justement, et je vous ai tagué Métropole. Donc à partir de là... Oui, mais papa et moi, on dit il est difficile à retenir. Bon, je pense qu'on l'a mis là. On l'a déjà mis, ok. C'est un petit peu difficile à voir, mais si vous allez sur Twitter, tapez Fondation Mouem, Facebook... Comment l'écrire? Comment Mouem? Mouem, M-W-E, accent grave, M. Mouem. Ouais, moi. Je me regarde. Mouem. Ok. C'est ça, oui. On se regarde. Très bien. C'est ça la difficile. Alors tout le monde va me mouem, miou, mouem, that's it, mouem. Je me regarde, je me vois, j'apprends, j'évolue. Ma clôturer l'émission avec une question pour monsieur Estimé. Je ne parle pas de est-ce qu'au nostalgique du bon vieux temps. Et bien pour un monde qui fait partie d'une famille présidentielle, même si c'est de votre plus jeune âge, ou vécu, ou connaît l'exil, ou vivre à l'étranger, ou évoluer dans des espaces intéressants à l'étranger, professeur d'université, tout ça. Et lorsqu'on vit toute bagaille ça, aujourd'hui on décide de rester en Haïti. Comment vivre l'ambiance haïtienne dans son ensemble? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire politique, non, mais dis-nous ça qui a traversé au Haïti côté qu'on est quoi avec aujourd'hui. En 2 mots, 3 paroles. Un seul mot. Tristesse. Beaucoup de tristesse. Énormément. On se dit tout à l'heure de nature optimiste. Je suis de nature optimiste, mais quand je vois l'état de mon pays en ce moment, optimiste c'est pour l'avenir, mais dans l'état actuel, c'est beaucoup de tristesse. Beaucoup. Et c'est-à-dire qu'on... J'ai vu un autre pays, j'ai eu l'occasion de voyager, et je me rends compte que nous ratons tellement d'opportunités. Je vais simplement vous donner un exemple. Parce que je suis sûr que si mon père revenait, ce serait une catastrophe pour lui, ce qu'il verrait. Ce que je vous dis, il aimait le beau, il voulait le progrès pour tout le monde. Après le tremblement de terre, on va fêter... le 10e anniversaire. Après le tremblement de terre, il y a eu 4 gouvernements qui se sont succédés. Et là, je ne vais pas faire de reproche à X, Y ou Z, simplement constater quelque chose. Quel effort a été fait pour reconstruire Port-au-Prince? Quel effort véritable, systématique, a été fait pour reconstruire Port-au-Prince? J'aurais été chef d'État, j'aurais dit, mais c'est une occasion formidable de faire quelque chose que je vais léguer à la postérité, de refaire notre capitale.
qui est un symbole, qui est un centre, qui est unique, qui est irremplaçable. Ce n'est pas Pétionville qui peut remplacer Port-au-Prince. Au contraire, on a abandonné Port-au-Prince. Finalement, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. Les gens ne vont plus à Port-au-Prince. Pourquoi on ne l'a pas fait? Sur le plan économique, ça aurait été formidable. Sur le plan politique, ça aurait été une réalisation extraordinaire, comparable au bicentenaire. Sur le plan social, on aurait créé des dizaines de milliers d'emplois. C'était l'occasion de nous redémarrer avec un symbole pour nous et les générations à venir. Pourquoi on ne l'a pas fait? Vous voyez, ce sont des décisions stratégiques qui ont des impacts sur de très, 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 très nombreuses années. Voilà. Alors, moi, je continue à mon niveau, avec ce que je peux, comme quelqu'un comme Laurence dans son domaine, professeur Buteau aussi dans son domaine, à essayer chacun, avec nos ressources, avec nos moyens, dans notre sphère d'action, essayer de bien faire les choses. Comme je vous dis, c'est une question d'attitude, de comportement et d'éthique professionnelle. Je crois dans le progrès, donc j'essaie de promouvoir le progrès, mais avec des moyens limités et une portée forcément limitée. Mais c'est infiniment triste. J'ai rarement vu un pays qui a fait autant marche arrière dans tous les domaines sans avoir été en guerre. Ça, c'est... Mais ça ne veut pas dire que qu'un jour on ne va pas... guerre avec nous-mêmes, non? Un jour, on va... peut-être que nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Ça, c'est possible. Nous sommes sans doute en guerre avec nous. Nous avons perdu la vision, moi, je pense. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais je dirais que la majorité de la population, les gens avec lesquels je travaille beaucoup avec les paysans, et cette majorité est encore saine, a envie de progresser, a envie d'apprendre. Ils n'attendent que des leaders à tous les niveaux, dans le secteur privé et dans le secteur public, pour les aider à aller de l'avant. On a besoin d'un peu de patriotisme. Merci. Merci infiniment. Et monsieur estimé, Léon Jean-Robert Estimé, fils du président Léon Dumarsais Estimé. Laurence Magloire, c'était un plaisir de vous entendre ce matin. Je vous souhaite du succès avec le d'abord, film. Nous terminons le film d'abord, mais voilà. Mais quand même, n'empêche que je puisse ça va être très intéressant. Pour formuler mon souhait de succès. Absolument, que je vais transmettre à Rachel Magloire et Régine Estimé pour nous donner du courage pour en faire un film exceptionnel et assez différent des autres films d'histoire linéaires. On essaie d'ajouter des choses parce qu'il y a beaucoup à dire. Merci Laurence. Professeur Buteau, c'était un plaisir de pouvoir bénéficier de votre éclairage. Que je partage avec vous et j'ai beaucoup appris aussi. Ah non, c'est pourquoi on vient ici. Je suis très content, très heureux de vous entendre parler. Et même si les souvenirs, quoique beaux, mais dérangent face au constat que l'on fait aujourd'hui de notre pays. Donc, je vous propose de mettre le lien du livre bleu sur votre site web, à Métropole aussi. Je ne vous l'ai pas donné, d'ailleurs, vous pouvez le mettre sur votre site. Comme ça, tout le monde pourra aller le voir. La responsable de production est là, elle prend note. D'accord. N'est-ce pas, Winelli? Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, je rappelle, on a eu monsieur Léon Jean-Robert Estimé, madame Laurence Magloire et le professeur... Laurence Magloire. Laurence Magloire, non, lui, je ne savais pas qu'il y avait Léon dans son nom. Oui, j'apprends tous les jours. Il y a Léon Jean-Robert. Ah bon, ok. Il n'y a pas de problème. C'est ça, en tout cas. Jean-Robert Estimé. Et le professeur Pierre Buteau, merci à chacun de vous. Bon week-end. Et merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci, voilà. Merci Laurence encore pour ce que tu as fait pour le livre. Merci à vous, M. Théodore. Je vous en prie. Merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs et à Laurence et Jean-Robert. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Passez un excellent week-end avec nous et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.